Il existe une idée tenace, celle que l'empathie serait un geste rare, presque héroïque, un mouvement exceptionnel réservé aux moments graves, aux situations extrêmes, aux souffrances visibles. On imagine l'empathie comme une réponse à la détresse d'un inconnu, comme un élan moral qui surgit dans les grandes occasions. Mais une équipe de chercheurs a voulu vérifier ce que nous vivons réellement, non pas dans un laboratoire, non pas dans des scénarios artificiels, mais dans la vie quotidienne, dans ce que nous ressentons au fil d'une journée ordinaire. Pour cela, ils ont recruté 246 adultes représentatifs de la population américaine sur plusieurs critères: âge, sexe, niveau d'éducation, revenus, région, origine ethnique. Puis ils ont utilisé une méthode particulière appelée Experience Sampling. C'est une technique qui consiste à interroger les participants plusieurs fois par jour, à des moments semi-aléatoires, pour capturer ce qu'ils vivent réellement sans leur laisser le temps de reconstruire leurs souvenirs. 7 fois par jour, entre 10 heures du matin et 10 heures du soir, pendant une semaine, les participants recevaient une notification. Ils avaient 20 minutes pour répondre. On leur demandait s'ils avaient vu une émotion chez quelqu'un, s'ils avaient ressenti de l'empathie, s'ils avaient agi de manière prosociale, s'ils se sentaient bien, s'ils avaient un sentiment de sens ou de direction. Cette méthode permet de saisir la vie psychologique dans son mouvement, sans reconstruction, sans mémoire embellie. Elle permet de voir ce que les gens vivent vraiment et non ce qu'ils pensent avoir vécu. Et ce qu'elle révèle ne ressemble pas du tout à ce que nous croyons. La première découverte est presque déroutante. Les participants rapportent en moyenne 9 opportunités d'empathie par jour, 9 occasions de percevoir l'émotion d'un autre, de s'y connecter, de la comprendre ou de la partager. Et pourtant, nous avons l'impression de vivre dans un monde froid, distant, indifférent. L'étude montre aussi que nous manquons beaucoup d'occasions, même lorsque l'émotion de l'autre est visible, même lorsque nous la percevons, nous ne la reconnaissons pas comme une opportunité d'empathie. Les chercheurs le disent clairement, les participants ont manqué de nombreuses opportunités, même lorsque l'émotion était suffisamment saillante pour être remarquée. L'empathie n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est notre attention. Une autre découverte renverse une idée profondément ancrée. La psychologie expérimentale étudie souvent l'empathie envers des inconnus, des visages neutres, des photos, des scénarios anonymes, mais dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ce qui se passe. 57% des empathies concernent des proches, seulement 6% concernent des inconnus. Nous n'empathisons pas avec l'humanité, nous empathisons avec notre humanité, nos amis, nos partenaires, nos enfants, nos collègues, nos cercles intimes. L'empathie réelle est locale, intime, proche. Elle n'est pas universelle, elle est relationnelle. Et ce n'est pas tout. Dans la littérature scientifique, l'empathie est presque toujours étudiée à travers la douleur, la détresse, la souffrance. Mais dans la vie réelle, les gens empathisent 3 fois plus souvent avec des émotions positives qu'avec des émotions négatives. Les participants rapportent des opportunités d'empathie pour des émotions positives dans près de 66% des cas, contre 21% pour les émotions négatives. Nous partageons la joie, la fierté, l'enthousiasme, les petites victoires, les bonnes nouvelles, les moments lumineux. L'empathie n'est pas seulement un geste de secours, c'est un geste de célébration. Les chercheurs ont aussi examiné les composantes de l'empathie. Dans les manuels, elles sont séparées.
l'émotion partagée, la prise de perspective, la compassion. Dans la vie réelle, elles ne le sont pas. 75% des empathies contiennent les trois composantes en même temps. L'empathie n'est pas un puzzle, c'est un mouvement global, un geste entier, une réponse complète. Nous ne faisons pas un peu d'empathie, nous faisons un mouvement, une dynamique, un élan. L'étude examine ensuite les effets de l'empathie sur le bien-être. On dit souvent que l'empathie fatigue, qu'elle épuise, qu'elle brûle, qu'elle mène au retrait, à la lassitude, au burn-out. Mais ici, l'empathie augmente le bien-être. Les opportunités d'empathie augmentent le bien-être. La compassion augmente le bien-être. L'émotion partagée augmente le bien-être. L'empathie n'est pas un poids, c'est une ressource. Les chercheurs ont aussi comparé l'empathie vécue dans le moment avec les traits d'empathie mesurés par questionnaire, et ils découvrent quelque chose de très important. Les traits d'empathie ne prédisent rien. Ce que nous sommes en général n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons dans le moment. Les psychologues distinguent l'empathie de trait, ce que nous pensons être en général, et l'empathie d'état, celle qui surgit dans l'instant sans préparation. L'étude montre que la première ne prédit rien et que la seconde explique tout. L'empathie n'est pas une qualité, c'est une expérience. Les chercheurs ont également testé un phénomène appelé moral licensing. En psychologie morale, il existe un mécanisme étrange. Après un acte vertueux, certaines personnes se sentent autorisées à se relâcher, comme si la bonne action du matin donnait un crédit moral qu'on peut dépenser l'après-midi. On observe parfois que quelqu'un qui a aidé un inconnu se sent ensuite autorisé à ignorer quelqu'un d'autre. Mais l'empathie ne fonctionne pas comme ça. Elle ne s'épuise pas, elle ne se licencie pas, elle peut même faciliter l'empathie suivante. L'empathie n'est pas un effort moral ponctuel, c'est une disposition, un état relationnel, un mouvement qui se nourrit de lui-même. Enfin, l'étude examine les différences démographiques. Les femmes empathisent davantage, les personnes religieuses empathisent davantage, mais les conservateurs n'empathisent pas moins, les personnes aisées n'empathisent pas moins. L'empathie réelle ne suit pas les clichés politiques ou économiques, elle est humaine. Et pourtant, malgré la richesse de ces résultats, il faut reconnaître les limites de l'étude. Les chercheurs le savent, ils travaillent avec des données auto-rapportées. Les participants décrivent ce qu'ils pensent ressentir, ce qu'ils croient percevoir, ce qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes. L'auto-rapport est précieux, mais fragile. L'être humain embellit, filtre, reconstruit. L'étude mesure la perception de l'empathie, pas l'empathie elle-même. Et cette perception peut être influencée par le désir d'être moral, par la manière dont les questions sont posées, par la reconstruction de la mémoire. Les chercheurs ont tenté de réduire ces biais en interrogeant les participants dans l'instant, mais ils ne peuvent pas les éliminer. Malgré ces limites, l'étude nous dit quelque chose de simple. Nous vivons dans un monde où l'empathie est partout, mais où nous ne la voyons pas. Nous croyons qu'elle est rare alors qu'elle est fréquente. Nous croyons qu'elle est tournée vers la souffrance alors qu'elle est tournée vers la joie. Nous croyons qu'elle est universelle alors qu'elle est intime. Nous croyons qu'elle est épuisante alors qu'elle est nourrissante. L'empathie n'est pas un geste exceptionnel, c'est un geste quotidien, un geste discret, un geste humain. Et peut-être que la question n'est pas de savoir si nous sommes empathiques, mais ce que nous pourrions voir si nous faisions un peu plus attention.